pour l'allégorie de la caverne, si on n'a pas l'intrigue, ben, on n'a pas l'allégorie de la... Il manque quelque chose. Bon, alors comme vous l'avez si bien dit, dans cette histoire-là, alors déjà il faut comprendre que ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne, Platon ne l'appelait pas allégorie de la caverne. Hein, donc, n'allez pas écrire dans une copie l'allégorie de la caverne de Platon. Non, l'allégorie de la caverne, c'est un extrait du début du livre 7 de la République de Platon qui a été appelé ainsi par les commentateurs de Platon. D'ailleurs, il n'a pas toujours été appelé ainsi par les commentateurs. Et alors, il faut essayer de resituer ce moment du livre 7 de la République. La République, rappelez-vous, c'est un ouvrage dans lequel Platon essaie d'établir le régime politique idéal, le régime politique légitime. Rappelez-vous que le régime politique légitime, c'est celui dans lequel règne le philosophe. Donc le philosophe roi, parce que le philosophe, c'est celui qui est à la recherche de la vertu, celui qui est à la recherche du savoir politique, celui qui sait qu'il ignore comment on fait pour bien gouverner, qui recherche donc à bien gouverner. Et rappelez-vous que chez Platon, la vertu, la quête de la vertu, passe par la quête d'idées, et notamment de l'idée du bien. Et ces idées, chez Platon, les idées, donc, ce sont des entités métaphysiques, elles sont réelles. Donc, pour Platon, rappelez-vous, les idées, l'idée du bien en l'occurrence, est une idée réelle. Et elle est réelle pourquoi? Parce qu'elle est créée par qui? Par Dieu. Vous avez les dieux qui sont des entités métaphysiques réelles, qui créent des idées, et sur la base de ces idées-là, le monde matériel s'exprime. Les représentations matérielles peuvent exister. Donc, il faut bien avoir ça dans l'esprit pour comprendre ce passage de la République de Platon, sinon ça n'a aucun sens. Et donc Platon, à ce moment-là de la République, essaie de déterminer le cheminement qui permet de conduire à ces idées réelles, et ainsi le cheminement qui permet de conduire à la vérité. Parce que, ça vous aura pas échappé, on parle de vérité correspondance. Et donc, dans les perspectives platoniciennes, la vérité, elle est le discours qui porte directement sur la réalité métaphysique. Donc, un discours vrai, c'est un discours qui porte sur les idées, sur la structure métaphysique du monde. Bon, alors, une fois que vous avez toutes ces hypothèses à l'esprit, Platon ne parlait pas d'hypothèses, mais nous, on peut quand même le faire. On peut commencer à rentrer dans le texte de l'allégorie de la caverne. Donc, comme vous l'avez si bien dit, vous avez 3 prisonniers qui sont enfermés au fond d'une caverne, ils sont enchaînés, et alors, ceux qui le connaissent, ce n'est que la caverne. Ils n'ont connaissance que de ce qu'il y a dans la caverne. Alors, qu'est-ce qu'ils connaissent dans la caverne? Pas grand-chose. Il y a le fait qu'ils sont donc, enchaînés ici à tous les 3. Et en face d'eux, ils voient des formes noires comme ça qui se baladent sur le mur. Pour eux, c'est ça la réalité. Si vous voulez. Et puis, il y a un de ces prisonniers, alors il ne s'échappe pas vraiment. On l'arrache de la caverne, donc on le prend comme ça, on le sort, là, et de force. C'est-à-dire que le gars veut rester là, mais on lui dit non, tu sors. Et on l'arrache comme ça, et là, qu'est-ce qui se passe? Il commence à grimper comme ça à l'extérieur de la caverne, et qu'est-ce qu'il voit? Surprise, il voit qu'il y a une espèce de feu de camp, avec des gens qui dansent autour. Et là, il comprend que les formes noires qu'il voyait sur le mur, eh bien, c'était... C'est quoi? Ben oui, tu l'as dit. C'était des ombres, effectivement. Et donc là, il réalise que, mais oui, mais ce que je voyais là, ce n'était pas des formes réelles, c'était les ombres projetées par des formes réelles. Ces formes réelles sont bien sûr, vous l'avez compris, en dehors de la caverne. Et puis là, il sort, il sort dans le monde extérieur, et il se rend compte que le monde extérieur est beaucoup plus vaste que le monde de la caverne. Pour dire autrement, le monde réel est beaucoup plus vaste que la caverne. Plus vaste et beaucoup plus complexe. Et ce n'est qu'au prix de plusieurs jours, ce n'est qu'après plusieurs jours et au prix d'efforts considérables que notre protagoniste prisonnier arraché à sa caverne peut commencer à contempler la lumière du soleil, après avoir découvert bien sûr son propre reflet dans la rivière. Bon, alors tout ça c'est une allégorie, donc ça symbolise quoi? Ça symbolise la quête du philosophe vers la vérité. La caverne, c'est l'allégorie de notre monde matériel. Nous vivons dans la caverne, nous vivons dans notre monde matériel, qui est un monde d'illusion, un monde méprisable. Et la vérité, elle se trouve dans une réalité qui est autre, qui est la réalité métaphysique, qui est le monde des idées. Ici symbolisé par le monde extérieur de la caverne et notamment par la lumière du soleil. Alors ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est sorti de la caverne, on a touché, on a complètement accès au monde métaphysique, mais ça veut dire qu'on est en train de le chercher au moins. Alors que si on reste dans la caverne, alors on est illusionné par les chimères du monde matériel,
Et on prend des formes irréelles ou des formes ombragées pour des formes réelles. On prend des idées, on confond en fait des choses avec ce qu'elles ne sont pas. On confond des ombres avec des formes réelles qui seraient complètement autonomes par elles-mêmes, en quelque sorte. C'est la même idée. En fait, dans notre monde matériel, qui est le monde sensible, le monde de l'expérience sensible, nous confondons, à cause du fait que nous ayons accès à ce monde par l'intermédiaire de nos sensations, nous confondons eh bien, le monde sensible et ses représentations à la réalité. Mais les représentations du monde sensible qui sont données par la sensation et la réalité sont deux choses distinctes. La réalité fondamentale, elle n'appartient pas au monde sensible, elle appartient au monde intelligible, au monde des idées. Donc là, on est en plein réalisme métaphysique. Alors, ces idées-là ont des conséquences que vous pouvez peut-être voir venir. Est-ce que ça vous rappelle rien, finalement, cette histoire de monde matériel d'une part, monde spirituel de l'autre, monde métaphysique, de supériorité du monde métaphysique sur le monde matériel, ça vous dit rien, ça? Non? Ça vous fait penser à aucune doctrine? Bon, quand même. Oui? Oui, alors Dieu est plus généralement, plus précisément, pardon, oui. La religion, oui, le christianisme, vous voyez, les platoniciens, Platon et les platoniciens ont énormément influencé le christianisme. C'est quelque chose que vous n'apprenez peut-être pas quand vous allez au catéchisme. Alors là, je parle des chrétiens, désolé pour les autres, parce que je ne crois pas que ça vaille pour les autres monothéistes. Mais il faut savoir qu'on redécouvre au début de la Renaissance, c'est pas vraiment la Renaissance, c'est pas la Renaissance des arts, c'est la Renaissance des lettres. On redécouvre au XIIe siècle les textes des Grecs et l'Église commence à mettre Platon et Aristote à sa sauce. Donc en fait, quand vous allez écouter Monsieur le curé à la messe qui fait un sermon, vous écoutez aussi bien Platon et Aristote que l'Évangile. C'est l'histoire d'âme, l'éternité de l'âme, tout ça c'est chez Platon, c'est pas dans l'Évangile. Enfin, je sais pas, moi j'ai lu les Évangiles, c'est pas les bonnes traductions, mais il n'est jamais question de l'éternité de l'âme. Ça nulle part. Il faut le savoir. Bon. Donc bon, effectivement, là on a eu des conséquences historiques très importantes, des conséquences culturelles très importantes, puisque ces idées-là ont été reprises par le christianisme. Ce sont des idées généralement qu'on retrouve même dans les grands monothéistes, dans les grandes religions monothéistes. Et puis en plus, ces idées platoniciennes, elles ont eu des conséquences sur la manière de concevoir le monde. C'est-à-dire que très longtemps, et c'est ce qu'on verra dans le 1.2, on a eu cette idée selon laquelle le monde a une structure qui dépasse sa forme matérielle, qui dépasse la représentation. Et ça, c'est le réalisme métaphysique. C'est l'idée selon laquelle, quand on parle du monde et qu'on arrive à le décrire correctement, on décrit sa structure fondamentale. Et ce sont des choses qui sont encore discutées aujourd'hui en philosophie, et on peut espérer qu'elles le seront peut-être de moins en moins. On verra pour quelle raison. Voilà, alors évidemment, on peut faire des objections à Platon. Peut-être que la première objection qu'on peut lui faire, c'est que, bon, ok, certes, son raisonnement, il est parfaitement correct. On ne peut pas incriminer Platon sur la validité logique de son raisonnement, donc sur sa cohérence. Le problème, c'est que son raisonnement repose sur des hypothèses qui sont peut-être, elles, pas tout à fait correctes, qui sont en tout cas très discutables. Et vous comprenez bien que pour que le raisonnement platonicien soit correct, il faut qu'on accepte que Dieu existe. Or, pour l'instant, on n'a pas de preuves. Et il faut aussi qu'on accepte que, même si Dieu existe, qu'il a une constitution métaphysique et qu'il génère le monde de manière métaphysique. Or là, on a encore moins de preuves. Et vous remarquez que c'est un truc amusant, ça, mais souvent, si vous demandez à des gens qui, dans leur philosophie ou dans leur manière de fonctionner, invoquent Dieu pour justifier telle ou telle chose de la réalité relative à la réalité du monde, souvent, vous allez avoir des gens qui invoquent tous Dieu, mais qui ont tous des interprétations différentes. En fait, comment le dire, comment essayer de le dire clairement. Vous avez face à vous un phénomène que vous ne comprenez pas, vous lui donnez une interprétation qui est reliée à l'existence d'un Dieu, et vous lui donnez comme ça une explication de ce phénomène que vous ne comprenez pas. Sauf que le problème, c'est qu'en réalité, dès lors que vous invoquez Dieu dans votre explication, vous pouvez donner toute une infinité de séries d'explications différentes qui seraient impliquées par l'existence de ce Dieu. En gros, vous pouvez faire à Dieu et faire dire et faire penser à Dieu tout ce que vous voulez vous. Et à partir de là, c'est un peu chimérique d'expliquer les choses à partir de Dieu, parce que vous pouvez absolument tout imaginer.
Vous pouvez imaginer comme Platon que les dieux génèrent des idées. Vous pouvez imaginer comme Galilée que, je sais pas, Dieu c'est un grand mathématicien. Vous pouvez imaginer comme Spinoza que Dieu c'est la nature. Enfin, vous pouvez imaginer que tout un tas de trucs sur Dieu, quoi. C'est le renversement de paradigme. Hein. Vous savez, Dieu crée l'homme à son image et plutôt l'inverse, quoi. C'est pour ça que la valeur épistémique de ce genre d'explication n'est pas satisfaisante. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que la valeur épistémique de cette explication n'est pas satisfaisante. Donc on peut faire des objections à Platon là-dessus. Mais vous imaginez bien qu'à la Grèce antique, personne ne doutait de l'existence de Dieu. Donc c'était pas une question qui se posait. Voilà. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Allez, alors il va falloir que vous notiez un petit peu, mais vous inquiétez pas, ce sera pas très long. L'allégorie de la caverne est le nom que l'on a donné à un texte du début du livre 7 de la République. L'allégorie de la caverne est le nom que l'on a donné à un texte du début du livre 7 de la République. Voilà. Bon, là, je vais vous raconter un peu l'histoire. Hein. 3 prisonniers enfermés dans une caverne Excusez-moi. J'arrive pas à éternuer. C'est affreux. Ça sent pas. Donc 3 prisonniers enfermés dans une caverne depuis leur naissance. Ne connaissent rien d'autre que cet environnement restreint. Voilà. Sur la paroi face à eux, ils voient des formes obscures qui se meuvent. Ils voient des formes obscures qui se meuvent. Point. La réalité, pour eux, se limite. Oui. Des formes obscures qui se meuvent. Voilà. La réalité, pour eux, se limite à la caverne. Point. Un jour cependant, un des prisonniers est arraché. À la caverne. Un jour cependant, un des prisonniers est arraché à la caverne. Voilà. En escaladant, il aperçoit un feu autour duquel dansent des personnages. En escaladant, il aperçoit un feu autour duquel dansent des
personnages. Voilà. Où on imagine la scène. Hein. Il comprend alors que les formes sur la paroi n'étaient que leurs ombres. N'étaient que leurs ombres. Point. Puis, à l'extérieur, il découvre un monde bien plus vaste et complexe que la caverne. Puis, à l'extérieur, il découvre un monde plus vaste et plus complexe que la caverne. Point. Ce n'est qu'après plusieurs jours et qu'au prix de considérables efforts, qu'il parvient à contempler la lumière du soleil. Point. Ici, la caverne représente le monde matériel, virgule. Ici, la caverne représente le monde matériel, virgule. Lieu de l'expérience sensible. Ici, la caverne représente le monde matériel, virgule, lieu de l'expérience sensible. Point. Le monde extérieur, quant à lui, symbolise le monde réel. Le monde extérieur, quant à lui, symbolise le monde réel. Qui, pour Platon, est le monde intelligible, virgule. Qui, pour Platon, est le monde intelligible, virgule. Le monde métaphysique des idées. Et là, vous mettez exceptionnellement un I majuscule à idée. Le monde métaphysique des idées. Point. Le rôle du philosophe est de chercher la vérité parmi cette réalité métaphysique, ou au cœur de cette réalité métaphysique plutôt. Le rôle du philosophe est de chercher la vérité au cœur de cette réalité métaphysique. Le rôle du philosophe est de chercher la vérité au cœur de cette réalité métaphysique. Point.
il cherche à se désillusionner du monde sensible, il cherche à se désillusionner du monde sensible, il cherche à se désillusionner du monde sensible afin de pouvoir contempler la réalité métaphysique, sur lequel il repose. Point. Bon, là, on a bien compris le délire. Alors, point à la ligne. Dans cette perspective, est vraie toute proposition. Dans cette perspective, est vraie toute proposition qui décrit des entités ou des relations métaphysiques. Dans cette perspective, est vraie toute proposition qui décrit des entités ou des relations métaphysiques. Voilà. La vérité correspond directement à une réalité indépendante du sujet. La vérité correspond directement à une réalité indépendante du sujet. Point à la ligne. Bien sûr, il est possible de faire des objections à Platon. Bien sûr, il est possible de faire des objections à Platon. Alors, dans une dissertation, les objections, il ne faut pas les présenter comme je fais là au sein de la partie, il faut les présenter dans la transition. Mais là, comme c'est un cours, je présente des objections tout de suite pour qu'on puisse avancer dans le raisonnement. Donc, bien sûr, on peut faire des objections à Platon. Point. Bien sûr, on peut faire des objections à Platon. Point. Si son raisonnement est parfaitement valide, virgule, les hypothèses sur lesquelles il repose, sont beaucoup plus discutables. Point. En effet, Platon présuppose l'existence des dieux. En effet, Platon présuppose l'existence des dieux ainsi que d'une réalité métaphysique qui structurerait le monde matériel,
qui structurerait le monde matériel et rendrait possible l'expérience sensible. Et rendrait possible l'expérience sensible. Voilà. On a une dernière petite phrase. Or, rien ne prouve qu'une telle réalité spirituelle existe. C'est pour ça que je vous disais que Platon, j'en ai un peu marre au bout d'un moment, parce que même s'il y a beaucoup de choses extraordinaires chez Platon, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant de rester uniquement cloisonné dans le commentaire de Platon, parce que Platon fait quand même des hypothèses qui sont intenables. Alors, c'est peut-être pas bien ce que je vous dis là, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui bondiraient en vous disant cela, quand ils entendaient cela. Mais quand même, on peut pas en rester là. On peut pas en rester à Platon. Moi, je trouve ça un peu triste quand des philosophes, entre guillemets, passent leur vie à étudier Platon. C'est qu'au bout d'un moment, ils ne se sont pas demandé s'il n'y avait pas des problèmes au niveau de la théologie de Platon. Il y a des hypothèses théologiques chez Platon. Hypothèses théologiques, Dieu existe, quoi. Il n'y a aucune preuve de ça, il n'y a aucune raison d'affirmer cela, enfin, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison rationnelle, si vous voulez, aucune raison motivée rationnellement. Il y a des raisons théologiques, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons historiques. Mais bon, quand on fait de la philosophie, on essaie aussi de discuter les préjugés, et pas d'en rester à l'acceptation aveugle d'une philosophie au motif qu'elle est celle de Platon, si vous voulez. Bon bref, on voit bien que quand même il y a des problèmes, il y a des gros problèmes avec ça, et on ne peut en aucun cas aujourd'hui en épistémologie accepter le réalisme platonicien, parce qu'il repose sur des hypothèses qui sont tout simplement impossibles à prouver. Donc il faut qu'on trouve mieux, il faut qu'on cherche mieux. Ou alors il faut qu'on prouve que le monde métaphysique existe. Mais ça, Platon, il ne le fait jamais. Bon alors, introduisons un peu de modernité dans ce propos. Un peu de modernité. Le doute hyperbolique de Descartes. Oui. C'est 1.2, monsieur. 1.2, oui, merci monsieur. Excusez-moi. Oui, il y a ça là-dedans et aussi là-dedans. Alors ça fait partie des choses que je fais tous les ans en philo. Parce que bon, vous savez, vous êtes au courant de toutes ces discussions, j'imagine, parce que vous êtes très concernés par ça. En philosophie, on a un programme qui est classé par notion, mais on n'a pas d'impératif. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'a pas d'impératif bibliographique, dès lors que l'on a traité les notions, on a rempli le contrat. Sauf que nous savons quelque part que faire un cours sur la vérité et un cours sur la conscience sans parler du discours de la méthode de Descartes, c'est compliqué. Alors c'est compliqué pour deux raisons. La première, c'est que c'est vrai que Descartes était tellement important dans l'histoire de la philosophie que c'est difficile de faire l'impasse dessus. Et c'est encore plus compliqué du fait que tous les profs, quasiment tous les profs le font, donc c'est une espèce, si vous voulez, d'impératif implicite. Mais vous allez voir que c'est quand même un moment très très important de l'histoire de la philosophie, de la pensée même en général. Bon, Descartes, le doute hyperbolique de Descartes. Métaphysique, oui. Vous inquiétez pas, je répéterai ces trucs-là après. C'est des notions ou c'est des... Non, c'est le titre des bouquins, c'est dans lequel il parle de ça. Enfin, entre autres. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Tout ceci sera le nom. Descartes a écrit ce truc-là, puis il a écrit ce machin-là aussi. Il a d'abord écrit celui-là, puis après celui-là. Bon, là encore, c'est vrai que c'est bizarre, on ne fait plus d'histoire de la philosophie. En France, en fait, si vous regardez les programmes de lycée, on ne doit pas faire d'histoire de la philosophie.
Mais alors le problème, c'est que pour comprendre les idées d'un philosophe sans le situer dans l'histoire de la philosophie, c'est impossible. Donc, au bout d'un moment, on va en faire un tout petit peu, et après on fait ce qu'on fait là, hein, c'est-à-dire de la réflexion philosophique. Alors, Descartes, il faut le situer dans l'histoire de la philosophie, c'est un philosophe moderne, hein, bien sûr, puisqu'il écrit au XVIIe siècle. Et c'est aussi, ce n'est pas qu'un philosophe, c'est un scientifique. Il faut savoir que la distinction entre philosophie et science n'est que depuis très peu de temps, au regard de l'histoire de l'humanité, affirmée. Si vous lisez Newton, bon, je ne vous souhaite pas de lire Newton, mais bon, si vous regardez uniquement le titre de l'ouvrage de Newton, ce sont les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Donc, la physique, c'était de la philosophie naturelle. C'est Newton qui commence, enfin, avec d'autres, hein, à initier un changement de paradigme, à initier une rupture avec la philosophie naturelle ou la philosophie de la nature, pour instaurer une méthode spécifique et la méthode scientifique qui permet de produire des connaissances, contrairement peut-être à la philosophie de la nature, justement, ou à la philosophie naturelle. Bon, mais Descartes, il est quasiment contemporain de Newton, si vous voulez, Descartes. Hein, Descartes, c'est quelqu'un qui s'inspire de Galilée, quelqu'un qui, face à ce que l'on fait à Galilée, avance de manière beaucoup plus prudente. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'oppose frontalement à la religion, Descartes, hein, bien au contraire. Parce qu'il a peur pour lui aussi, on peut comprendre. Mais c'est un homme de science. Et en tant qu'homme de science, ce qu'il essaie de faire, c'est de trouver... Il part à la recherche d'une certitude. Il veut trouver une certitude. Pourquoi veut-il trouver une certitude? Alors, parce que vous pouvez me dire, oui, mais vous pourriez m'objecter, on peut très bien faire de la science, on n'a besoin d'avoir aucune certitude. Enfin, dès lors que ça fonctionne, pourquoi on aurait besoin de certitude? Eh bien, il cherche une certitude parce qu'il se dit que si rien n'est sûr, si on ne peut être sûr de rien, enfin si rien n'est sûr, on ne peut être sûr de rien, si on ne peut être sûr de rien, on ne peut être sûr d'aucune connaissance. Et si on ne peut être sûr d'aucune connaissance, eh bien, c'est la science qui est en péril, puisque, à partir de là, les connaissances scientifiques n'auraient pas de valeur objective. L'idée de Descartes, c'est de trouver une certitude, une vérité première, en quelque sorte, et une fois qu'il l'aura trouvée, il pourra dire si la vérité existe quelque part, c'est que la vérité existe tout court. Et si la vérité existe tout court, ça veut dire qu'on peut fonder des connaissances qui sont vraies, au sens absolument vrai. Et là, vous voyez déjà dans ce que je suis en train de vous dire qu'on est dans le réalisme métaphysique. Là, j'en peux plus de ce courant d'air, je vais crever. Excusez-moi, je vais faire un moment calmement. Là, on est déjà dans le réalisme métaphysique, si vous comprenez un peu le raisonnement, parce que si on a besoin, en quelque sorte, d'avoir une notion de vérité, mais qui n'est pas seulement un principe de vérification, ou je ne sais pas, un principe de validation ou de cohérence, mais qui est un principe de référence à quelque chose qui existerait, et cette chose-là qui existerait serait la vérité elle-même, alors on est en plein délire métaphysique, en pleine discussion métaphysique. On voit bien déjà qu'il y a un problème même dans le raisonnement, bon, on fera cette objection après, mais on pose la question de l'existence de la vérité, comme si la vérité c'était quelque chose qui pouvait exister. Bon, enfin quoi qu'il en soit, Descartes part à la recherche de la vérité. Il se demande si on peut établir une vérité absolument certaine, une vérité apodictique. Alors comment s'y prend-il? Bon, je vous ai spoilé dans le titre du paragraphe. Il doute de tout. Alors bon, bien sûr, Descartes n'est pas un débile, il ne doute pas vraiment de tout. C'est juste c'est une expérience de pensée. Il le fait pour voir jusqu'où ça le conduit. Bon. Il doute de tout. Il doute donc de l'existence du monde extérieur, de l'existence d'autrui, de l'existence de son propre corps. Il se dit, voilà, tout ça se trouve, tout ça n'existe pas, vous n'existez pas, le lycée n'existe pas, moi non plus, je n'existe pas, rien n'existe. Et puis, il se dit, mais il y a quand même quelque chose dont je ne peux pas douter. Et ce dont je ne peux pas douter, c'est qu'il y a une pensée qui doute. Il y a une pensée qui est « je doute ». Je ne peux pas douter que j'ai pensé que j'ai douté. Je suis en train de douter. Il y a donc la pensée qui doute. Il y a quelque chose. Une chose est sûre, c'est qu'il existe quelque chose, et cette chose qui existe, c'est la pensée. Cette chose qui existe, dit Descartes, c'est la chose pensante. La res, vous savez que res en latin c'est chose, res publica, la chose publique par exemple. La res cogitans, la chose qui pense. La chose pensante ici.
Donc, ce qui existe, c'est la chose qui pense. Il y a quelque chose qui pense, c'est indubitable. Indubitablement, il existe quelque chose qui pense. Et qu'est-ce qui pense? Ben, c'est moi, puisque je suis en train de douter. Je doute. Et donc, si je pense, ça veut dire que... Ben oui, c'est ça, je suis. D'où la fameuse phrase de Descartes, vous savez, battu, rebattu, rebattu, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je te fais bon. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont vu Blade Runner. Et moi, c'est un film avec lequel j'ai du mal. J'aime bien le côté contemplatif de Blade Runner, mais je ne supporte pas ce moment à la fin, là où l'autre espèce de débile de répliquant a cette réplique et il dit « Je pense, donc je suis ». Non, mais pas du tout, t'as rien compris. Hein. Relis Descartes, c'est pas du tout ce que dit Descartes. Le discours pseudo-philosophique dans le cinéma, il faudrait y mettre un terme. Et c'est très récurrent chez Ridley Scott. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait mettre un terme au cinéma de Ridley Scott, c'est totalement subjectif. Mais bon, disons qu'il faut arrêter. On ne peut pas à la fois réaliser Alien et parler de philosophie. Enfin, on peut peut-être le faire. Ça ne fait pas appel aux mêmes compétences. Bon, après, l'un n'empêche pas l'autre. Là, je suis en train de vous donner une espèce de faux dilemme en raisonnement parfaitement sophistique. Bref, Blade Runner, pas de référence à Blade Runner. L'autre, il est en train de mourir. Là, je pense donc je suis. Oui, non, c'est pas ça. L'idée dans Blade Runner, c'est qu'en fait, la pensée donnerait naissance à l'existence. Or, c'est pas du tout l'idée qui est défendue par Descartes. C'est qu'en fait, la preuve qu'il y a quelque chose de vrai, c'est la preuve que je pense. Enfin, la preuve avant qu'il y a quelque chose de vrai, c'est que je pense. Et que je ne peux pas douter que je pense. Et donc, je ne peux pas douter non plus que je suis. Puisqu'il faut bien que la pensée soit initiée par un sujet. Et le sujet qui initie la pensée, c'est moi. Cogito, je pense. Bon, donc à partir de là, on a trouvé notre vérité apodictique, notre vérité absolument indubitable, et c'est celle selon laquelle, justement, il existe, moi, la chose qui pense. Alors, ça, c'est le Descartes du discours de la méthode. Et lui-même, il s'est rendu compte, enfin, on lui a fait des objections aussi, mais il s'est rendu compte que cette histoire du cogito, ça marchait pas très bien. Il y avait un problème. Le problème, c'est que à partir d'un raisonnement ponctuel situé dans l'espace et dans le temps, Descartes réussit à faire une inférence qui porte sur une entité éternelle qui est la chose qui pense. Parce que vous comprenez bien que si on dit que j'existe comme chose qui pense, c'est que l'essence, ce que je suis fondamentalement, c'est la pensée. L'idée de Descartes, c'est que le sujet, ce qu'il est fondamentalement, c'est de la pensée. Et donc ça veut dire que si le sujet il est fondamentalement de la pensée, c'est qu'il n'est pas fondamentalement un corps. Voilà, parce que c'est étonnant alors que Descartes est chrétien, c'est très bizarre qu'il pense ça. Et donc, comme ce que je ne suis pas, c'est pas fondamentalement un corps, c'est forcément une âme. Et la pensée, elle se situe où? Elle ne se situe pas dans le corps, elle se situe dans l'âme. Donc vous voyez qu'on a l'introduction comme ça de principe chrétien dans la pensée de Descartes. Rien de surprenant à l'époque. Mais, quoi qu'il en soit, c'est quand même très difficile à partir d'une expérience ponctuelle d'en inférer l'existence métaphysique d'une chose qui, elle, est éternelle. Et on voit bien qu'il y a un petit souci. Il y a même un souci du fait même que l'expérience se situe dans le discours, hein, puisque je dis que je doute, je dis que je ne peux pas douter, et je dis que donc il existe quelque chose. Comment est-ce qu'on saute comme ça du discours à la réalité fondamentale des choses? Comment est-ce que ce discours a le pouvoir d'écrire la réalité fondamentale des choses? Alors Descartes, dans les méditations métaphysiques, au début de la deuxième méditation, se rétracte quelque peu et reformule son cogito en disant, voilà, je suis, j'existe, cette proposition est vraie à chaque fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Et ainsi, il se met à l'abri de tout un tas de critiques. Effectivement, la proposition est vraie dès que je la pense. Et là, pour le coup, c'est quand même assez convaincant. Parce qu'à chaque fois que je procède à cette expérience du doute hyperbolique, eh bien, je ne peux pas échapper au fait que je ne peux pas douter que je suis en train de faire l'expérience. Donc, il semble y avoir quelque chose. Il n'y a pas rien. Après, est-ce que ça veut dire qu'il y a l'âme? Est-ce que ça veut dire qu'il y a le sujet? Est-ce que ça veut dire qu'il y a la pensée? Est-ce que ça veut dire qu'il y a la vérité? Ça, c'est quand même autre chose. Aujourd'hui, le problème que ça pose, et bon, là, on fait pas un cours sur la conscience, le problème que pose Descartes, en réalité, c'est la question juste, le problème de la conscience. C'est plus trop un problème qui porte sur la vérité, plus trop un problème qui porte sur la métaphysique, mais
plutôt sur la conscience. Bon, mais même là, on peut lui faire des objections. Le problème central, enfin, il y a deux problèmes, mais le premier problème qui se pose à la philosophie de Descartes, c'est le problème du solipsisme. Ça, c'est un gros problème. En fait, si on accepte le raisonnement cartésien du cogito, on est embêté parce qu'on sait qu'on existe, nous, comme chose pensante, mais on n'a aucun moyen de savoir si le monde extérieur existe réellement et si autrui existe réellement. Ça se trouve, remarque Descartes, l'autre, ce ne sont que des marionnettes sous des chapeaux et des manteaux. Ça se trouve, personne n'existe, je n'ai aucun moyen de le savoir. Ce qui me pousse à penser que l'alter ego, c'est-à-dire l'autre moi, c'est-à-dire l'autre chose pensante, vous avez compris, qui existe, eh bien, c'est le fait que l'autre me ressemble. Donc, par analogie, il communique comme moi, physiquement, il a des caractéristiques communes, bon, culturellement aussi, bon, voilà, il me ressemble. Par analogie, j'infère que celui que je vois, que je perçois comme étant, que je me représente comme étant comme moi, est effectivement l'alter ego. Et là encore, cette analogie est insuffisante. Et alors, pour réussir à résoudre ce problème du solipsisme, Descartes a besoin d'invoquer une entité métaphysique qui est l'entité divine. C'est Dieu. Dès lors qu'effectivement Dieu existe, alors vous allez voir qu'on peut dire tout ce qu'on veut à Dieu, là encore. Dieu existe, Dieu, dit Descartes, n'est pas un malin génie. Dieu est par définition parfait. Comme il est parfait, il n'est pas destiné à nous tromper, à nous duper. Donc la représentation qu'il nous donne à nous du monde est nécessairement une représentation correcte. Sinon, ce ne serait pas une représentation qui serait donnée par un Dieu, et par quelqu'un, un démon, un malin génie. Donc comme Dieu est parfait et ne nous trompe pas, comme il a toutes les qualités, il est parfait, il est omniscient, omnipotent et bénévolent, on lui donnait ces trois caractéristiques, eh bien, quand nous reconnaissons autrui par analogie, ça veut dire que nous ne nous trompons pas, parce qu'il y a Dieu. Et c'est grâce à Dieu qu'on sort du problème du solipsisme. Sauf que Descartes ne s'arrête pas là, il voit bien l'objection qui peut venir, et si Dieu n'existe pas, et Descartes démontre l'existence de Dieu. Mais là, c'est l'heure de la pause, alors je vous en parle juste après. Alors, pour Descartes, je vous avais quitté ici avec le fait que, pour résoudre le problème du solipsisme, alors ça c'est la manière dont Descartes le résout, parce qu'on a trouvé d'autres moyens de le résoudre par la suite, mais si jamais je continue, on fera un cours sur autrui et je vous donnerai les explications, les autres solutions. Et Descartes, lui, invoque Dieu. Et Descartes prouve que Dieu existe dans la méditation métaphysique. Vous allez me dire, mais Lasserre, mais comment est-ce qu'il fait pour prouver que Dieu existe? C'est quand même incroyable ça. Je vous explique. L'histoire de la preuve de l'existence de Dieu. Alors, Descartes donne deux preuves de l'existence de Dieu dans les méditations métaphysiques. La première, je vous donne le raisonnement. Dieu est un être infini. Ça, c'est le première étape, première prémisse. Dieu est un être infini. Or, nous sommes des êtres finis. Jusque-là, vous êtes d'accord avec Descartes. Dieu est infini, nous sommes finis. En tant qu'être fini, nous ne pouvons pas avoir en nous-mêmes l'idée, on retrouve les idées, l'idée de l'infini. L'idée de l'infini n'a pu nous être donnée que par une puissance extérieure qui est elle-même infinie. Or, cette puissance extérieure, c'est Dieu, donc Dieu existe. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Je le répète. Dieu est un être infini, or nous sommes des êtres finis. En tant qu'être fini, nous pouvons avoir l'idée de l'infini qui surgit en nous, autrement que par l'intervention d'une puissance extérieure qui est elle-même infinie. Donc, Dieu existe. Est-ce que vous êtes convaincu? Non. Vous pouvez? Enfin, monsieur, oui? Là, on est en train de prouver l'existence de Dieu en supposant que Dieu existe. Ouais, complètement. Puis en plus, alors effectivement, déjà on fait une espèce d'argument circulaire, de pétition de principe. Puis il y a même encore un autre problème. Vous avez dit non, vous? Pourquoi vous avez dit non? J'ai entendu des noms par là. Alors, avec des masques, on ne peut pas voir qui dit non. Qui a dit non?
Mon Dieu. Vous avez l'air tellement terrorisé, c'est génial. Bon. En fait, il y a un problème avec ça aussi, c'est que ce que suppose Descartes, c'est que toute idée que l'on a traduit forcément une réalité. Vous comprenez bien que Descartes fait l'hypothèse quand même assez lourde que on ne peut pas avoir l'hypothèse de l'infini, on ne peut pas avoir l'idée de l'infini sans que l'infini existe vraiment. Ok, mais alors est-ce qu'on peut avoir l'idée des licornes sans que les licornes existent vraiment? Ou alors est-ce que, comme j'ai l'idée des licornes, les licornes existent? Alors là, j'ai l'idée de ma belle-mère avec des ailes dans son dos. Alors, est-ce que ma belle-mère a des ailes dans son dos? Non, je ne crois pas. Non. Donc bon, vous voyez bien que là, ça ne fonctionne pas du tout. Cet argument est complètement pourri. Voilà, donc on va passer au deuxième argument, qui, vous allez voir, est beaucoup plus convaincant. Deuxième argument, Dieu est un être parfait. Ne venez pas me dire, et s'il était imparfait? Non, écoutez, c'est l'hypothèse du départ, donc on va supposer qu'il est parfait. Dieu est un être parfait. Et si ça vous embarrasse, de toute façon, on peut aussi se débarrasser de Dieu dans l'équation, on arrive quand même à Dieu. Donc, Dieu est un être parfait. La perfection, par définition, a toutes les qualités. Là, vous êtes d'accord? Or, s'il manquait à la perfection l'existence, alors elle n'aurait pas toutes les qualités. Donc elle existe nécessairement. Donc Dieu existe. Convaincu? Là, je crois qu'on vient de prouver que Dieu existait. Je sais, ça fait un choc quand on est athée. Ça fait un choc quand on est chrétien aussi. Bon, vous êtes d'accord? Il a fait la preuve, c'est bon? Oui? Bien sûr. Dieu est un être parfait. Or, la perfection, elle a toutes les qualités. S'il manquait à la perfection l'existence, alors elle serait imparfaite. Donc, elle existe nécessairement. Ou s'il manquait à la perfection l'existence, alors il lui manquerait une qualité, celle d'exister. Donc, elle existe nécessairement, donc Dieu existe. Oui? Mais pourquoi exister, c'est une qualité? Ah, bien vu, tu vois. Pas la peine d'être un philosophe de très haut niveau pour se rendre compte que cet argument est tout pourri. Donc, il y a un philosophe qui, à peu près un siècle après Descartes, qui s'appelle Emmanuel Kant, qui dans un petit livre, c'est un petit livre de poche, vous pouvez le lire, je vous conseille de lire ce livre-là, si vous devez lire un seul livre de philosophie, lisez celui-là. Critique de la raison pure. Donc, tout petit livre. Ça se lit, mais facile en un soir. Non, c'est pas 300 pages. Vous allez prendre non plus. Non. Bon, alors, la critique de la raison pure. Dans la première partie de la critique de la raison pure, Kant s'en prend à ce qu'il appelle, chez Descartes, il s'en prend aux preuves de l'existence de Dieu. Il s'en prend à l'argument cartésien qu'il l'appelle, il lui donne un gros mot pour se moquer de lui. C'est un peu si vous voulez, une battle de philosophes. C'est un peu Bouba Caris, mais en mode quand même beaucoup plus vieux et beaucoup moins costaud. Il parle de l'argument ontologique de Descartes. Vous voyez, c'est censé être une vanne. Quand Kant a écrit ça, il était mort de rire. Bon, il l'écrit en allemand. Il était mort de rire en allemand aussi. Mais bon, Alors, il parle d'argument ontologique. Et vous allez voir que ce que dit Kant, c'est quand même particulièrement pertinent. En fait, c'est la chose que vous avez dite, vous ici, vous l'avez déjà comprise en réalité. Il dit, le problème, c'est que la question de l'existence, elle se pose en termes de... Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la critique de la raison pure, on en reparlera après, de toute façon, dans la troisième partie du cours. La question de l'existence, en tout cas des choses, se pose en termes de sujet et de prédicat. Les sujets sont les choses qui existent, donc la table, vous, moi, la sacoche, le feutre, enfin, voilà. Et les sujets ont des prédicats, ils sont prédicables. On peut leur donner des prédicats. Je ne sais pas, la table est carrée, et puis elle est solide, puis je ne sais pas, elle est froide, enfin, elle a des prédicats, des caractéristiques, des attributs. Et ce que remarque Kant, fort justement, c'est que être, je cite dans le texte, être n'est évidemment pas un prédicat réel. C'est-à-dire que le fait d'exister, ce n'est pas une caractéristique d'une chose. Une chose, il faut qu'elle existe pour avoir des caractéristiques. Donc, dans le raisonnement de Descartes, Descartes présuppose que l'existence, c'est un prédicat. C'est donc une qualité. Or, l'existence n'est pas un prédicat. Donc la preuve de Descartes, elle ne fonctionne pas du tout. Descartes, là, il n'a absolument rien prouvé. Et donc le problème, c'est que Descartes, finalement, tout son raisonnement, là, son histoire du cogito, si effectivement ça semble très 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 séduisant, cette histoire du cogito, ça conduit quand même à des impasses qui sont monumentales. Et on verra si on fait un cours sur autrui, si on a le temps de le faire,
que ces impasses, quand on commence à les résoudre, c'est le cogito lui-même qui s'étiole en quelque sorte. Ça devient un petit peu embêtant. Bon, voilà, alors ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que Descartes n'explique pas comment l'âme et le corps interagissent. Pour Descartes, l'identité du sujet, c'est son âme. Pourquoi? Parce que son corps, c'est quelque chose qui a un début et une fin, qui disparaît, qui se transforme et qui n'est jamais la même chose. L'ipséité de l'être, elle se trouve dans l'âme. L'âme, elle est toujours la même. Toujours la même. Invariablement la même. Bon, mais alors comment l'âme agit sur le corps? Et ça, Descartes n'y répond pas. Ce qu'il dit simplement, c'est que l'âme et le corps sont intimement liés. L'âme se trouve dans l'hypophyse, dans la glande pinéale. Alors on imagine que Descartes a bien sûr trépané des gens et il les a regardés. Bien sûr, tout ceci n'est pas très sérieux. Mais il ne répond pas. Et ça, c'est embarrassant, parce que comment est-ce qu'une âme qui est une entité métaphysique peut agir sur un corps qui est une entité physique? Ces deux entités n'existent pas sur le même plan de l'être. Comment est-ce qu'elles peuvent interagir l'une avec l'autre? Alors rassurez-vous, il y a un autre philosophe que Descartes, un philosophe cartésien qui s'appelle Malebranche, qui a répondu, qui a trouvé une solution à ce problème. Cette solution, on appelle ça la solution du miracle permanent. Alors voilà ce que suggère Malebranche. Et voilà, bon, ben, la seule entité métaphysique qui a le pouvoir d'agir sur la matière, c'est Dieu. Alors, vous allez me dire, il aurait pu supposer que Dieu a donné aux âmes humaines le pouvoir d'agir sur la matière. Il ne l'a pas fait. Donc la seule entité métaphysique qui a le pouvoir d'agir sur la matière, c'est Dieu. Donc, la seule chose qui peut mouvoir les corps matériels, c'est Dieu. Dieu est omnipotent. Il peut tout. Il peut faire cela. L'âme humaine n'a pas ce pouvoir-là. En revanche, l'âme humaine, elle a le pouvoir d'émettre une volonté. Mais Dieu qui est omniscient, il n'est pas seulement omnipotent, vous savez, il ne peut pas seulement tout, il sait tout. Dieu qui est omniscient connaît la volonté des âmes humaines. Il connaît toutes les volontés de toutes les âmes humaines. Ainsi, une fois que l'âme humaine a une volonté, ce n'est pas elle qui meut son propre corps, ou le corps qui lui est associé. Non, c'est Dieu qui, connaissant la volonté de l'âme humaine, meut le corps. Bon, par exemple, quand je fais ça, en fait, c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. Voilà. C'est le miracle permanent. C'est-à-dire que Dieu agit tout le temps dans ce que nous faisons. Nous avons des volontés et Dieu traduit cette volonté dans nos corps. Voilà. Bon. Je ne sais même pas s'il est besoin de faire des objections à cet argument. Je pense qu'elles viennent assez naturellement. Donc on a quand même de gros problèmes là encore. En fait, la certitude cartésienne, même si c'est vrai qu'elle est séduisante, l'expérience du cogito, c'est vrai que ça a l'air quand même très très convaincant. Ça conduit à des problèmes très 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 compliqués et qui semblent indépassables. Et malheureusement, c'est pas le programme d'un chapitre sur la vérité, mais quand on essaie de les dépasser, c'est le cogito lui-même qui s'effondre. Bon, alors, il faut que vous notiez quand même un petit peu. Oui. Mais parce qu'on est au XVIIe siècle, alors voilà. Essayez de dire que Dieu n'existe pas au XVIIe siècle, vous allez voir ce qui va vous arriver. Enfin, c'est un peu comme aujourd'hui, pourquoi on part du principe que, je sais pas, on a besoin du capitalisme, quoi. L'idéologie a changé, mais l'idéologie est toujours là. Oui. Alors, j'étais dans un colloque il y a quelques mois, et puis il y a eu une discussion là-dessus d'ailleurs. Un professeur, enfin, c'était pas un professeur, c'était un maître de conférence qui présentait un papier sur Friedman et qui disait, voilà, lui, il était plutôt pour Friedman, il était contre le communisme, parce que vous comprenez, le communisme, ça fait quand même des millions de morts. Et là, quelqu'un lui a dit dans l'assemblée, un prof de Sciences Po lui a dit, mais le capitalisme, lui, il a fait combien de millions de morts? Bon, voilà, ouais, si on renverse l'idéologie, on peut... Si on faisait les comptes du nombre de millions de morts causés par le capitalisme, on dépasserait sans doute ceux faits par le communisme. Alors bien sûr, on pourrait objecter le fait que le capitalisme, embrassant plus de personnes que le communisme, il est naturel qu'il fasse plus de morts, même. Combien d'esclaves aussi. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne pense pas, en fait, des problèmes qu'on ne pense pas. C'est la philosophie qui les pense, et la société, elle subit ces problèmes. Et là, Descartes, bon, vous allez me dire, oui, mais c'est un philosophe, il aurait dû penser ces questions-là. Mais Descartes, il est très embarrassé. Il faut être conscient aussi qu'à l'époque un peu avant Descartes, Galilée est persécuté par la religion, par le christianisme. Giordano Bruno finit cramé sur le bûcher à cause des chrétiens. Spinoza, lui, il a été embêté non seulement par les chrétiens, mais aussi par les juifs, et très très sérieusement inquiété. Donc, c'est difficile aussi de ne pas
dans une époque comme celle-ci, de ne pas prononcer des hypothèses théologiques. Après, on pourrait, par exemple, dans d'autres cadres, si on regarde la philosophie allemande du 19e siècle, par exemple Hegel, Hegel, lui, c'est quelqu'un qui véhicule des préjugés racistes, par exemple. Descartes, Descartes, c'est difficile de dire, moi je ne suis pas spécialiste de Descartes, mais c'est difficile de dire s'il véhicule des préjugés théologiques auxquels il adhère, ou s'il fait semblant d'y adhérer pour se protéger d'une institution qui le menace objectivement. Après, quand Hegel, par exemple, écrit que tous les Noirs sont des sorciers et que les Amérindiens ne sont pas des êtres humains, peut-être que culturellement, ce sont des lieux communs à son époque, mais il n'est pas obligé de les suivre non plus, quoi, vous voyez. C'est pas pareil que de se cacher derrière Dieu pour développer une pensée, parce que si on fait autrement, on est très, très, très embêté. Bon, bref. Il y a des contraintes historiques qui pèsent quand même et culturelles qui pèsent sur ces gens-là. Bon, alors on y va. Oui, alors c'est pour ça qu'en philosophie, on parle souvent de Dieu, mais Dieu, c'est pas le Dieu des chrétiens. Hein. Chez Spinoza, Dieu, c'est la nature. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Spinoza n'a pas publié toutes ses œuvres de son vivant, parce que quand vous écrivez ça, vous finissez directement sur le bûcher. C'était comme ça à l'époque. Bon vieux temps du christianisme roi. Bon. Alors, on y va. Descartes, dans le discours de la méthode, part à la recherche d'une certitude absolue. Descartes, dans le discours de la méthode, part à la recherche d'une certitude absolue. Point. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr à la connaissance. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr à la connaissance. Oui. Nécessaire et sûr à la connaissance, sur lequel pourrait s'appuyer la science. Sur lequel pourrait s'appuyer la science. Bon, on a bien compris l'idée. Point. Descartes choisit alors de procéder à un doute radical de point. Descartes choisit alors de procéder à un doute radical de point. Il doute d'absolument tout. Il doute d'absolument tout. Point. À la ligne. À l'issue de ce doute, Descartes remarque qu'il y a une chose dont il ne peut douter. À l'issue de ce doute, Descartes remarque qu'il y a une chose dont il ne peut douter. Deux points. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Point. Cette pensée, provient
nécessairement d'une chose qui pense. Cette pensée provient nécessairement d'une chose qui pense. Deux points. Il est donc certain qu'il existe cette res cogitans. C'est au tableau, chose qui pense. Il est donc certain qu'il existe cette res cogitans. Oui. Res cogitans. Res cogitans. Il est donc certain qu'il existe cette res, donc res c'est la chose, hein, et cogitans qui pense. C-O-G-I-T-A-N-S. Point 1. La chose qui pense, ou la res cogitans, ne peut être autre que le sujet lui-même. La chose qui pense ne peut être autre que le sujet lui-même. Point. Descartes conclut donc, deux points, ouvrez les guillemets, Descartes conclut donc, deux points, ouvrez les guillemets, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Descartes conclut donc, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Point. À la ligne. Dans les méditations métaphysiques, Descartes revient sur son cogito. Dans les méditations métaphysiques, Descartes revient sur son cogito. Point. En effet, on ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle. En effet, on ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle l'existence réelle d'une chose. L'existence réelle d'une chose. Point. On ne peut sauter du champ logique. On ne peut sauter du champ logique
au champ ontologique, donc du discours à l'être. On peut sauter du champ logique au champ ontologique. Point. C'est ce qui relève de l'être des choses. C'est une reformulation de la phrase précédente pour vous faire comprendre ce que c'est qu'ontologique. Point. Descartes reformule donc son cogito, deux points ouvrez les guillemets. Descartes reformule donc son cogito, deux points ouvrez les guillemets. Donc on va citer les méditations métaphysiques. Je suis, virgule, j'existe. Virgule. Cette proposition est vraie. Pardon, cette proposition est nécessairement vraie. Excusez-moi. Je suis, j'existe. Cette proposition est nécessairement vraie. Toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois dans mon esprit. Je suis, j'existe. Cette proposition est nécessairement vraie. Toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois dans mon esprit. Point. Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito pour acquérir une certitude. Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito pour acquérir une certitude. Point. Au-delà de cette expérience, il n'y a plus rien de certain. Point. À la ligne. Malheureusement, le cogito cartésien pose des problèmes importants. Malheureusement, le cogito cartésien pose des problèmes importants. Deux points. Le premier d'entre eux est celui du solipsisme. Le premier d'entre eux est celui du solipsisme. Alors, c'est au tableau, et ça vient du latin solus ipse, donc être seul. Le premier d'entre eux est celui du solipsisme. Point. En effet, après le doute hyperbolique, en effet, après le doute hyperbolique,
le sujet ne peut être certain de l'existence d'autrui. Le sujet ne peut être certain de l'existence d'autrui. Être certain de l'existence d'autrui. Point. Par analogie, chacun reconnaît l'autre comme son alter ego. Par analogie, chacun reconnaît l'autre comme son alter ego. Point. Mais on ne peut être sûr que c'est le cas. Mais on ne peut être sûr que c'est le cas. Point. Descartes résout ce problème. Descartes résout ce problème en faisant intervenir Dieu. Point. Dieu ne dupe pas les hommes. Dieu ne dupe pas les hommes. Virgule. Donc, quand ils reconnaissent autrui par analogie, donc quand ils reconnaissent autrui par analogie, ils ne se méprennent pas. Ils ne se méprennent pas. Point à la ligne. Un autre problème est celui du pouvoir de l'âme sur le corps. Point. Descartes n'explique pas comment l'âme, virgule, substance métaphysique, virgule, agit sur le corps. Point. L'hypothèse de l'existence de Dieu ainsi que ce dernier problème
sont de nature à questionner la définition ontologique de la vérité, sont de nature à questionner la définition ontologique de la vérité proposée par Descartes. Point. Alors je suis désolé, tout ça est un peu technique, c'est un peu difficile pour vous je pense, parce que ça fait beaucoup de concepts. Mais la seule chose ce que vous devez principalement retenir, et après vous déballerez les arguments, hein, c'est que pour Descartes, on a des entités métaphysiques réelles qui existent. On a l'âme, on a clairement l'âme, et ces entités agissent réellement ces entités existent réellement et méritent d'être connues, si vous voulez. On est un peu comme chez Platon avec ce qu'on retrouve chez Descartes avec le dualisme, c'est-à-dire que d'une part on a le corps, d'autre part on a l'âme. Et ce dualisme, il a des conséquences ontologiques, donc des conséquences sur la question de l'être, de ce que c'est que l'être, de ce que c'est que l'esprit, de ce que c'est que le sujet, et des conséquences épistémologiques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que connaître? Est-ce que c'est connaître le monde de l'âme? Est-ce que c'est connaître le monde du corps? Évidemment, si le monde réel c'est le monde de l'âme et le monde spirituel, la connaissance, elle porte nécessairement sur le monde spirituel. Donc on est en plein réalisme métaphysique. On est en plein dedans. Bon, alors là, je vous ai passé les choses les moins agréables. Mais là, on va partir sur des choses beaucoup plus sympas, plus sympatoches. Vous allez voir, vous allez aimer. Surtout, vous avez écrit beaucoup aujourd'hui. Il faudra que je prenne le cours de quelqu'un, que je fasse des photos. Donc, je le fais maintenant, sinon je risque d'oublier après. Et comme vous n'allez plus écrire de toute façon aujourd'hui, je pense que vous êtes rassurés. Eh bien, c'est bien, comme disait Kant. Je ne vous approche pas trop pour ne pas vous contaminer. Depuis le début Oui, je peux prendre. Parce que j'ai d'autres médailles. Hop. Qu'est-ce que c'est bien présenté? Merci. Alors, je vais juste vous donner le titre du 1.3. Au pire, pour rendre ça plus clair dans votre esprit, vous pouvez lire le discours de la méthode, ça c'est vraiment court. Vous comprendrez mieux après Descartes. De toute façon, le meilleur moyen de connaître des philosophes, c'est de les lire. Il n'y a pas de secret. Bon, après, on connaît tous des gens qui sont allés à la grecque sans n'avoir jamais lu un philosophe, enfin, très peu, et qui sont arrivés avec des commentaires et qui ont quand même réussi à l'agrégation. Ça arrive. Ça en dit long sur la méthode de recrutement des professeurs de lycée. Bon, 1.3, on va lui donner un titre un peu putaclic. L'argument du miracle. Bon, je vous propose qu'on laisse de côté tous ces philosophes poussiéreux, toute cette pensée dans notre temps, et qu'on se concentre sur des choses un peu plus récentes, pas forcément plus intéressantes, mais on peut les trouver plus intéressantes, et qui, tout simplement, peut-être vous parleront un petit peu plus. Enfin, j'ose l'espérer. Alors, il faut juste que je trouve la référence. Hop. Voilà, on y est. Ok. Bon. Alors, on va parler un peu de science. Et les sciences, c'est quand même plus amusant que la métaphysique. Même si on va parler et de science et de métaphysique. Bon,
je vous ai dit en introduction que le réalisme métaphysique avait donné naissance à une espèce de rejeton que l'on appelle le réalisme scientifique. Le réalisme scientifique, c'est quoi? C'est une doctrine qui considère que les théories scientifiques décrivent la réalité du monde telle qu'elle est, ou que les théories scientifiques sont de bonnes approximations de cette réalité. Alors, toutes les objections, je les présenterai dans le grand 2, parce qu'il y a beaucoup d'objections au réalisme scientifique. Donc, c'est ça l'idée de base du réalisme scientifique. Alors, c'est une thèse, alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire des sciences, hein, c'est pas trop le propos, mais c'est une thèse qu'on retrouve notamment chez Galilée, hein, dans l'Essayeur. Galilée, vous savez, avec la fameuse image du grand livre du monde, du grand livre de la nature, écrit en langage mathématique. Galilée pensait que le monde était écrit littéralement en langage mathématique. Pourquoi? Parce que on commence à s'apercevoir, à l'époque de Galilée, que les lois de la physique retranscrites sous forme mathématique parviennent à donner des explications et à faire des prédictions qui sont quand même très, très surprenantes. Et donc, on pense que si on arrive à faire de bonnes prédictions et si on arrive à expliquer correctement le monde grâce aux mathématiques, ça veut dire que le monde est réellement mathématique. Ça veut dire que quand on écrit les maths, on touche quelque chose à la réalité fondamentale du monde, qui serait lui-même de structure mathématique. C'est une très belle idée, hein, c'est une idée assez fascinante et assez vertigineuse. Malheureusement, une idée assez discutable, mais une très belle idée, quoi qu'il en soit. Et cette idée-là, elle participe d'un mouvement qu'on appelle le réalisme scientifique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les théories racontent la réalité. Et c'est une idée qu'on retrouve notamment chez un physicien que tout le monde connaît ici, qui est Einstein, et un autre de ses copains, Infeld. Alors, on verra après pourquoi c'est étonnant que cette idée-là se retrouve chez ces gens-là, mais elle s'y retrouve. Et alors, c'est un exemple emblématique en philosophie des sciences, c'est ce qu'on appelle l'exemple de la montre d'Einstein. Einstein fait une expérience de pensée et dit voilà, imaginons que nous ayons face à nous une montre. La seule chose que nous pouvons observer de cette montre, c'est le mouvement des aiguilles. Alors, ce mouvement peut être plus ou moins régulier, ou être régulier et avoir quelques irrégularités. Bon, elle bouge en tout cas. Et ce que dit Einstein, c'est que si nous ne pouvions pas ouvrir la montre, alors nous devrions imaginer des lois qui régleraient le mouvement des aiguilles de la montre. Imaginons qu'on ne puisse pas ouvrir la montre, on ne peut pas ouvrir le mécanisme, on n'a pas accès au mécanisme à l'intérieur de la montre. Alors on imagine des lois qui nous permettent de prédire les mouvements de la montre, les mouvements des aiguilles de la montre, pardon, leurs régularités, leurs irrégularités, et puis de les expliquer. Bon. Ce que dit Einstein, c'est que si nos lois parvenaient à décrire précisément le mouvement des aiguilles, à faire des prédictions très très précises sur ce mouvement des aiguilles, ça voudrait dire que les mécanismes qu'elles décrivent sont, selon toute vraisemblance, des mécanismes réels. C'est-à-dire que si on ouvrait la montre, on observerait quelque chose qui serait identique à ce que décrivent les lois, ou quelque chose qui serait approximativement identique à ce que décrivent les lois. Et c'est ça l'idée de Einstein. Donc bon, à partir de là, Einstein pense, vous l'avez compris, que les théories scientifiques sont des descriptions du monde, des descriptions fidèles du monde. En fait, la montre, c'est un cas particulier, mais qui pourrait être généralisé à la physique elle-même. Quand le physicien, de même que le physicien qui crée des lois pour expliquer et prédire le mouvement des aiguilles de la montre, décrit, prédit et explique des phénomènes réels, le physicien qui décrit le fonctionnement du monde, qui fait des prédictions concernant ce monde et qui donne des explications au sujet de ce monde, est en train de donner une description fidèle ou approximativement fidèle à la réalité qui est indépendante du physicien lui-même. Là, l'argument a l'air assez convaincant. Alors, je fais une petite digression. Vous aurez remarqué qu'ici, on a parlé d'explication et de prédiction. En fait, on peut considérer dans une perspective déterministe, donc on a une pensée causale, c'est-à-dire qu'on considère en physique qu'une chose cause une autre chose, une cause produit des effets, c'est ce que décrivent les équations et les lois de la physique. Ça veut dire que dans cette perspective-là, le monde physique est déterministe. Il obéit à des lois déterministes
la même cause produit toujours le même effet. Dans cette perspective-là, en fait, l'explication et la prédiction, c'est à peu près la même chose, parce que prédire, c'est quoi? Prédire, c'est, à partir de conditions initiales, dire ce que les conditions initiales causeront. Et expliquer, c'est quoi? C'est, une fois qu'on a un état, on explique les causes de cet état. Bon, c'est quasiment la même chose. Donc, à partir de là, on aurait tendance à se dire, mais ouais, mais le réalisme scientifique, finalement, c'est hyper bien, ça fonctionne, puisque Einstein n'a pas tort. Il se trouve que si on arrivait forcément à faire la description là, des mécanismes de ces aiguilles de la montre, il y a de grandes chances que ce qu'on décrit sur des mécanismes réels. Sinon, il n'y aurait aucune raison que nos lois prédisent correctement les mouvements de la montre. Alors cette idée-là, d'Einstein, a été formalisée plus tard par un des plus importants philosophes du XXe siècle et du début du XXIe siècle, qui est Hilary Putnam. Alors, je ne sais jamais dans quel ordre Putnam. Je ne sais jamais dans quel ordre les termes sont, donc je vais prendre ma petite anti-sèche. Dans Mathematics, Matter and Method. Alors, je suis désolé, c'est pas toujours traduit en français. 1975, donc c'est plus près de nous. Et Putnam formalise ces idées-là qui défendent le réalisme scientifique sous la forme d'un argument connu sous le nom d'argument du miracle. Et l'argument du miracle, on pourrait le prononcer ainsi. Ce serait un miracle si des théories scientifiques qui réalisent des prédictions extrêmement précises d'un monde physique que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de prédiction, on ne parle pas seulement de prédire ce qui se passera si on balance un objet. Non, les théories scientifiques, grâce aux théories scientifiques, on a pu prédire l'existence d'objets qu'on n'avait jamais observés. Grâce à la théorie Newton, on a pu prédire l'existence de Neptune. Vous connaissez l'histoire, au XIXe siècle, on se rend compte que l'orbite d'Uranus n'est pas une orbite qui suit une trajectoire telle que l'a prédit la loi de Newton. On suppose donc qu'il y a au large de Uranus un autre corps céleste qui fait dévier cette trajectoire, donc un corps planétaire. On fait des calculs sur la base des lois de Newton. Le Verrier pointe son télescope dans cette zone-là, et puis qu'est-ce qu'il observe? Une planète. Donc on prédit l'existence d'une planète. Avec la théorie d'Einstein, on a réussi à prédire la déviation des ondes lumineuses, l'existence des trous noirs et l'existence des ondes gravitationnelles. Il faut bien comprendre que quand Einstein écrit la théorie de la relativité, il ne sait pas si les trous noirs existent. Les trous noirs, c'est une entité mathématique. On les a observés indirectement bien plus tard. Les ondes gravitationnelles, on les a observées il y a à peine 5 ou 6 ans. C'est très très récent. On les a observées 100 ans après que la théorie de la relativité a commencé à exister. En microphysique, vous savez, on a donné le prix Nobel de physique il n'y a pas très longtemps aux chercheurs qui ont découvert le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'était une hypothèse théorique. Tu dis, voilà, Higgs s'est dit, bon, ben, pour que mon modèle fonctionne, pour que ma théorie fonctionne, j'ai besoin d'introduire une particule que personne n'a jamais observée, et la théorie prédit la réalité. Donc, Putnam, quand il dit ça, il ne sort pas ça dans le chapeau, quoi. Effectivement, les théories scientifiques font des prédictions incroyablement précises, incroyablement étonnantes. Elles permettent même de prédire des choses que l'on ignorait physiquement. Donc Putnam arrive à la conclusion suivante, ce serait un miracle si ces théories parvenaient à faire des prédictions aussi précises, si accurate, par hasard. Et donc l'explication la plus vraisemblable au fait que les théories scientifiques parviennent à faire des prédictions aussi précises, eh bien, c'est que ces théories soient des bonnes descriptions, des descriptions fidèles ou de bonnes approximations de la réalité dont elles parlent. Sinon, ce serait un miracle. Cette idée a été reprise, encore une minute et je vous laisse, plus récemment par Claudine Tiercelin, qui est professeure au Collège de France. Et Tiercelin, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut distinguer le réalisme métaphysique du réalisme scientifique. Bon, alors, spoilers, elle n'y arrive pas. Et le réalisme scientifique qu'elle présente, c'est un réalisme scientifique qui repose essentiellement sur l'argument du miracle. Et donc, elle reprend quasiment
mot pour mot l'explication de Putnam, sauf qu'elle utilise un concept que Putnam ne développe pas, qui est l'inférence à la meilleure explication. Et alors juste un mot. Et donc ce qu'elle dit, c'est que, ben voilà, effectivement, si on cherche la meilleure explication au succès des théories scientifiques, ben ça ne peut être qu'à travers le réalisme. Je vous laisse méditer là-dessus. On en parlera la prochaine fois.